Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger la partie 1B de l'épreuve Mines-Ponts Physique 2, commune à l'option PSI et à l'option PC. Donc voilà, ça c'était peut-être la partie la plus facile de l'épreuve puisqu'il s'agissait en fait un peu de questions de cours, c'est-à-dire de redémontrer la loi de Poiseuille et l'expression de la conductance hydraulique d'un tronçon cylindrique. Alors simplement, peut-être pour ceux qui sont en PC, vous avez l'habitude de faire ça avec l'équation de Navier-Stokes et l'expression du Laplacien. Comme dans la filière PSI, il n'y a pas Navier-Stokes, on avait là une approche un petit peu plus pédestre. Il fallait faire un bilan de force sur une particule de fluide qu'on va nous préciser ou sur un système fermé dans le tuyau qu'on va nous préciser et qui nous amenait exactement à la même équation que l'équation de Navier-Stokes. Alors, on prend la question 6. Donc, on avait une partie d'un tronçon cylindrique dont la coordonnée était centrée au milieu. Donc on avait un axe X ici, là on avait X est égal à moins R, là on avait X est égal à R, et donc le rayon c'était petit a, le rayon de cette canalisation. Alors on faisait l'hypothèse que la pression ne dépendait que de X, et donc ni de Y et de Z ou de θ et de petit r, donc la coordonnée le long du tuyau, et que par contre donc la vitesse a priori dépendait donc de V, de R et de X. Et justement la première question, donc la question 6 de cette partie-là, c'est de démontrer que finalement la vitesse ne dépend que du rayon. J'ai presque envie de dire qu'on peut faire un raisonnement par l'absurde. Si la vitesse dépendait explicitement de X, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas conservation du débit, ni du débit massique, ni du débit volumique. Or, l'écoulement étant incompressible et stationnaire, on sait qu'il va y avoir conservation des deux débits. Alors comment ça peut se traduire ça à un niveau local avec les équations locales de la mécanique des fluides? Eh bien, c'est à l'aide de la divergence. Donc, question 6, divergence de V est égale à 0. Donc, on a un écoulement incompressible. Divergence de V égale à 0. Alors si tu veux vraiment valoriser ta prestation, tu peux donner l'équation de conservation de la masse. Alors tu sais qu'il y a deux expressions. Il y a l'expression classique, la dérivée locale dρ sur dt plus divergence de ρv est égale à 0. Ça c'est celle que tout le monde connaît et peut-être un petit peu moins connue avec la dérivée particulière dρ sur dt. Alors attention à la place de ρ, plus ρ div de v égale 0. Et finalement pour un écoulement incompressible, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Parce que incompressible, ça veut dire que les particules de fluide conservent au cours de leur mouvement leur masse volumique, conservent leur volume. Donc la particule ne se contracte ni ne se dilate. Donc div de V est nul. Alors je crois qu'à la fin, on pouvait aller chercher la divergence de V en coordonnées cylindriques. Donc j'écris le seul terme qui a priori serait non nul. Donc, puisque la vitesse était dirigée selon x, donc c'est le dernier terme de la divergence, d de Vx sur dx, donc ça fait 0, donc ça veut dire que V ne dépend pas de x, mais ne dépend que de R. Et donc, bien sûr, ce qui est derrière, encore une fois, c'est la conservation du débit, en particulier du débit volumique, le flux de VDS, à travers la section du tuyau. Alors, on s'intéresse à un système fermé, constitué du fluide compris à l'instant t dans le cylindre d'axe et de rayon R, d'axe X et de rayon R plus petit que A entre X et X plus dx. Allez, j'ai envie de faire un petit dessin spécial. Donc on a l'axe des X et donc on considère un rayon R. Alors attention, ce R, ce n'était pas le rayon du tuyau qui était A. Et donc on se plaçait entre la section entre x et x plus dx. Bon, on ne peut pas vraiment... Enfin, c'est élémentaire sans lettres, étant donné que R, lui, n'est pas infinitésimal, mais bon, dans la mesure où dx tend vers 0, c'est quand même un système, alors une particule de fluide mésoscopique en réalité, sur laquelle on va faire un bilan de force. Et donc, on nous donnait l'expression de la force par unité de surface, la contrainte de viscosité. Donc, c'était la force exercée sur la surface tangentielle, la force surfacique exercée par le reste du fluide sur le système. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, cette force, elle est algébrique et c'est à nous de l'algébriser, c'est à nous de choisir le bon signe. Donc, en l'occurrence, le signe de epsilon. Alors,
il y avait un petit piège, c'est qu'il fallait bien voir que dV sur dr était négatif dans cette expression. Et donc, à cause de ça, on va voir que epsilon vaut plus 1 parce que les couches de fluide qui sont à l'extérieur vont moins vite que celles qui sont à l'intérieur. Donc, elles les freinent, hein, comme d'habitude. C'est l'effet de cette force de viscosité. Et comment on sait est-ce qu'elles vont moins vite? Ben, c'est parce que les conditions limites d'un fluide visqueux, c'est non seulement la continuité de la composante normale du fluide, donc ça c'est la non-pénétrabilité du fluide dans les parois du tuyau, mais c'est aussi l'adhérence des particules de fluide, donc le fait que les particules de fluide au contact de la paroi vont avoir la vitesse de cette paroi, c'est-à-dire une vitesse nulle. Donc on voit forcément que la vitesse augmente quand on s'approche du centre du tuyau. Bon, elle est maximale, on va voir que c'est une parabole, tu le sais déjà. Mais voilà donc la raison pour laquelle finalement epsilon vaut plus 1, donc le piège ça aurait été de ne pas tenir compte du signe de ce gradient. Bon, maintenant si tu t'étais trompé là, tu pouvais après avec un peu de jugeote revenir un peu en arrière et détecter une éventuelle erreur de signe dans ton raisonnement. Et donc là maintenant, donc on va faire un bilan de force. En réalité, cette particule de fluide garde son accélération puisque la vitesse ne dépend pas de x, elle ne dépend que de r. Elle va garder sa vitesse, sa quantité de mouvement, son accélération est nulle. Donc si on applique le théorème du centre d'inertie à cette particule de fluide, voilà, donc ce n'est pas l'approche plutôt des PC hein, avec l'intégration de l'équation de Navier-Stokes, mais c'est une approche un peu pédestre puisque les PSI n'ont pas encore une fois l'équation de Navier-Stokes. Donc on faisait le bilan des forces de pression, toujours dirigé vers l'intérieur du système, quel que soit le sens de l'écoulement. Donc P de x fois la section pi r carré, moins P de x plus dx pi r carré en projection sur x, donc est égal à eta, le gradient de vitesse. Et puis il fallait prendre la surface latérale, donc on prend les ciseaux, on étale. Donc on a une bandelette de longueur 2 pi r, de largeur dx. Et donc on simplifiait cette expression pour aboutir à l'équation demandée. Alors il fallait justifier que dp sur dx était indépendant, était une constante. Donc a priori p dépend de x, donc sa dérivée dépend que de x. Ce terme-là ne dépend que de r, puisque v ne dépend pas de x, mais que de r. Ceci doit être vrai quel que soit x, quel que soit r. Attention, il faut expliquer tout ça, hein. Et donc, forcément, c'est une constante. Et cette constante, eh bien, on peut l'avoir en prenant le gradient de pression. Donc, il passe de P1 à P2 sur une longueur 2R, donc un gradient négatif. Hein, bien sûr, il y a perte de charge, perte linéaire de charge ici. Donc, P2 moins P1 sur 2R, c'était négatif. Et donc, on en déduisait la loi P de x, donc P2 moins P1. Alors, attention à l'origine, hein, parce que l'origine, elle était prise ici, donc ce point-là, c'est en x égale moins r, donc j'ai fait une petite translation. Tu peux vérifier que quand tu fais petit x égale à moins r, tu trouves P1, et que quand x vaut r, ça fait P2. Voilà. C'est toujours bon, hein, tu écris une petite équation de droite, bah, tu vérifies au moins les deux extrémités. Donc il fallait maintenant donc intégrer la relation, donc trouver le profil de vitesse, ce fameux profil parabolique. Donc dv sur dr, donc j'avais appelé k dp sur dx, je vais garder provisoirement au moins cette notation condensée pratique, on remplacera à la fin. Alors, donc on définit la conductance hydraulique, elle était définie à partir du débit volumique. Donc par analogie, ah oui non pardon, d'abord il fallait trouver le profil de vitesse. Alors, question 8, donc trouver v de r. Donc v de r, on va intégrer cette relation-là, donc on pourrait séparer les variables. dv est égal à, donc à kr dr sur 2 eta e. On intègre ça donc entre r et a. Donc ici on aura donc v de r, v de a qui vaut 0. Donc préciser bien sûr les conditions limites du fluide visqueux. Donc entre r et a, ce qui nous donne donc moins v de r est égal à k r carré moins a carré sur 4 eta e. Donc v de r est égal à k. Donc on avait la valeur de k. Donc simplement je vais prendre moins k pour récupérer donc quelque chose de positif. On va mettre a carré en facteur. Donc sur 4 eta e, facteur de 1 moins r carré sur a carré. Et donc ici, on peut identifier
Vmax, donc Vmax qui est la vitesse en R est égal à 0. Donc il vaut donc P1 moins P2 positif A carré sur 8R état E. Bien sûr, je pense que tu n'as pas appris par cœur, je l'espère du moins, ce profil de vitesse. Il fallait faire attention, et là c'était donné en fonction du rayon et non pas du diamètre. Donc ensuite, il fallait exprimer la vitesse moyenne et la conductance hydraulique. Alors la conductance hydraulique, ça vient peut-être après. Je regarde où est-ce qu'il faut l'exprimer. Oui, c'est pour définir la vitesse moyenne. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vitesse moyenne de façon générale? C'est la vitesse du fluide parfait, donc avec un profil de vitesse uniforme. Donc ils ont été sympas parce qu'ils l'ont défini. D'autres énoncés pourraient ne pas le faire. Donc c'est la vitesse d'un fluide parfait. Donc on considère que la vitesse est uniforme. On ne tient pas compte des conditions aux limites tangentielles. Donc qui aurait le même débit. Donc c'est ce qui définit cette vitesse moyenne. Donc V moyen est égal à dV sur pi A carré. Et puis évidemment, donc il faut calculer dV. Ce qui revient aussi à calculer la conductance hydraulique. Donc pour calculer ça, on définit le débit volumique, donc qui est le flux de VDS à travers la surface. Mais bien sûr, le piège, c'est que V dépend de R. Donc on ne peut pas multiplier brutalement une vitesse, d'ailleurs laquelle, pour quelle valeur de R, par la section. Il faut faire un découpage. Donc en réalité, on a déjà intégré sur θ, et donc on découpe la section du tuyau entre R et R plus dr sur une petite couronne sur laquelle on peut considérer que la vitesse est quasi uniforme. Donc ça fait V de R 2 pi R dr entre 0 et petit a. Alors on réinjecte le profil de vitesse, et donc je te passe deux lignes de petits calculs que je viens de faire. Donc 16R état E pi A4. Donc au passage, on a démontré l'expression de la conductance hydraulique. Alors attention, ce n'était pas la résistance hydraulique, c'était la conductance. Donc dV sur P1 moins P2, c'est un peu comme I sur U, V1 moins V2 en électricité, I le débit des charges. Donc ça fait pi A4 sur 16 état R. Et donc on en déduit l'expression de la vitesse moyenne, donc dV sur pi A4, c'est-à-dire P1 moins P2 A carré sur 16R état E. Donc voilà cette vitesse moyenne. Alors comme d'habitude, on voit dans la conductance hydraulique une proportionnalité non pas à la surface du tuyau, mais à la surface au carré, parce que c'est proportionnel à A à la puissance 4. Donc ça, c'est une différence avec la résistance électrique, ou la conductance électrique plutôt, qui, elle, est proportionnelle à la surface du tuyau. Alors, je regarde la suite. Vérifiez que la force de viscosité subie par la tranche d'eau située à l'instant t entre le tuyau et x plus dx vaut df est égal à... Donc là, c'était un moyen finalement de valider au moins l'expression de la vitesse, puisqu'on avait deux expressions de df. Donc df qui valait, d'après la formule donnée par l'énoncé, état E dv sur dr fois ds, donc 2 pi r dx vecteur ux. Alors cette petite question-là, en fait, on pouvait se demander ce qu'elle venait faire ici, mais c'était pour préparer la suite de l'épreuve, et notamment quand on va faire tourner ce fameux tronc d'arbre, on va travailler dans un référentiel non galiléen, et pour avoir une expression de la force, on va le voir, on va réutiliser ce résultat-là. Et donc il fallait vérifier que ça valait également moins 8 pi état E V moyen, donc P1 moins P2 A carré sur 16R état E dx vecteur ux. Or, dv sur dr valait P2 moins P1 sur 2R, donc fois petit r sur 2 état E.
Et donc, on vérifie bien la formule demandée. Alors, calculer V et le nombre de Reynolds. Donc, j'ai estimé la vitesse moyenne à l'aide de l'expression précédente à 10-2 mètres par seconde. En fait, 1 sur 16, 10-1 mètres par seconde. Et puis, il fallait estimer le nombre de Reynolds. Donc, dans les mêmes conditions. Alors, c'était peut-être l'occasion de redéfinir le nombre de Reynolds. Bon, moi, allez, je vais donner tout de suite son expression. Donc, c'est le quotient de l'accélération convective sur l'équivalent volumique, enfin ρ fois l'accélération convective sur l'équivalent volumique des forces de viscosité. Bon, en PSI, j'imagine qu'il faut peut-être connaître directement l'expression de ce nombre de Reynolds. Alors attention, traditionnellement, il est défini avec le diamètre de la canalisation. Et donc, il est de l'ordre de 10-2 en réutilisant la valeur de V trouvée précédemment. Il est sans dimension, donc on peut dire qu'on a affaire à un écoulement laminaire, puisqu'on a ce fameux critère 2000, c'est-à-dire que tant que le nombre de Reynolds est plus petit que 2000, on a un écoulement laminaire, et au-dessus de 4000, un écoulement turbulent et une zone intermédiaire entre les deux. Tu pouvais éventuellement rappeler cette valeur de 2000, qui fait un peu la transition laminaire-turbulent dans les tuyaux. Voilà donc pour cette partie-là, et donc dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on fait tourner ce tronc, et que donc on va avoir un profil influencé par la force d'inertie d'entraînement. On va voir ça dans la prochaine vidéo. À bientôt sur e-learning physique.